Le 23 mars 2015, 40 hommes s'affrontent dans la cour de Villepinte avec des couteaux artisanaux et des barres de fer. 12 blessés graves, 2 détenus dans un état critique. Cette bagarre sanglante marque l'aboutissement d'une guerre territoriale de plusieurs mois pour le contrôle du trafic de stupéfiants dans l'établissement. Derrière cette violence apparemment chaotique se cache une réalité troublante. La DZ Mafia transforme chaque prison française en champ de bataille où se disputent des territoires valant des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires annuel. Dans les couloirs sombres de Fleury-Mérogis, plus grande prison d'Europe, Karim observe le balai quotidien des surveillants depuis sa cellule du 3e étage. À première vue, tout semble normal. Ronde régulière, distribution des repas, appel nominatif pour les parloirs. Mais derrière cette façade d'ordre apparent se cache l'une des organisations criminelles les plus redoutables du territoire français. Une structure qui a transformé l'enfermement en opportunité, la punition en plateforme de pouvoir, la cellule en bureau directionnel. Car contrairement aux idées reçues, les murs de béton et les barreaux d'acier n'ont pas brisé la DZ Mafia. Ils l'ont métamorphosée en une hydre tentaculaire dont les tentacules s'étendent bien au-delà des enceintes pénitentiaires, atteignant les cités de banlieue, les ports d'approvisionnement européens et même les montagnes du Rif marocain. Comment cette organisation, née dans les quartiers nord de Marseille, a-t-elle réussi à prospérer là où elle était censée mourir? Comment a-t-elle transformé la sanction ultime en tremplin vers une criminalité d'une sophistication inédite? L'histoire commence en 2003, dans les quartiers déshérités de la cité phocéenne, lorsque des jeunes d'origine algérienne décident de structurer leurs activités criminelles autour d'une identité commune. Le terme DZ, code ISO de l'Algérie, devient rapidement plus qu'un simple acronyme. Un étendard, une marque de fabrique, un sceau de reconnaissance dans l'univers impitoyable du grand banditisme français. Cette appellation puise ses racines dans le terme Dzaïer, nom de l'Algérie en arabe dialectal, créant un lien symbolique puissant avec une terre d'origine souvent fantasmée. Les premiers chefs, Rachid Bouladour en tête, comprennent rapidement l'importance de la structuration militaire. Ils importent une hiérarchie pyramidale stricte, directement inspirée des organisations paramilitaires. Généraux au sommet de l'organigramme, colonels gérant les secteurs géographiques, capitaines supervisant les points de vente, soldats assurant les livraisons quotidiennes. Chaque grade correspond à des responsabilités précises et à des parts de bénéfices proportionnelles. Cette structure militaire ne relève pas du hasard ou de l'esthétique. Elle répond à une nécessité opérationnelle fondamentale: maintenir la discipline dans un milieu où la violence constitue l'ultima ratio de tout désaccord. L'expansion géographique suit rapidement cette professionnalisation. De Marseille, bastion historique du grand banditisme méditerranéen, l'organisation essaime vers Lyon et ses banlieues industrielles, puis Strasbourg et ses réseaux transfrontaliers, Lille et ses connexions belges, et enfin la région parisienne avec ses millions de consommateurs potentiels. Cette conquête territoriale s'accompagne d'innovations organisationnelles remarquables, comptabilité précise, tenue en double exemplaire, règlement interne codifié par écrit, système de sanctions gradué selon la gravité des fautes, formation systématique aux techniques de vente pour les dealers de base. Mais c'est l'arrivée en prison qui va révéler le véritable génie adaptatif de l'organisation. Rachid Bouladour vient de recevoir sa 3e condamnation pour trafic de stupéfiants à grande échelle, 15 ans ferme. Pour la plupart des individus, cette sentence marquerait la fin définitive d'une carrière criminelle. Pour Rachid, elle ne représente qu'un simple changement de terrain de jeu. Car au moment où le couperet judiciaire tombe, en janvier 2008, il dispose déjà d'un réseau opérationnel de 60 dealers actifs répartis sur 3 régions et d'un stock stratégique évalué à 2 millions d'euros. La veille de son incarcération, dans un appartement discret du 18e arrondissement de Paris, Rachid organise une réunion clandestine qui va faire date dans les annales de la criminalité organisée française. 6 lieutenants triés sur le volet reçoivent leurs instructions détaillées: répartition des zones géographiques d'influence, budget d'approvisionnement mensuel, protocole de sécurité renforcé et surtout une série de numéros de téléphone cryptés destinés à maintenir un contact permanent une fois leur chef derrière les barreaux. Chaque participant repart avec un téléphone satellite
et une enveloppe contenant 50 000 € en liquide. Dès son arrivée au Baumette, la mythique prison marseillaise, Rachid comprend immédiatement que l'adaptation de son organisation à l'univers carcéral sera son principal défi. Loin de se résigner, il transforme méthodiquement les parloirs familiaux en véritables salles de réunion stratégiques. Chaque visite hebdomadaire de sa compagne Fatima devient une occasion minutieusement orchestrée de transmettre des instructions codées vers l'extérieur et de recevoir des rapports d'activité détaillés. Le processus de communication suit un protocole millimétré qui défie l'imagination. Les friandises orientales traditionnelles cachent des messages rédigés à l'encre invisible, révélables uniquement sous une source de chaleur spécifique. Les baisers passionnés permettent de transmettre des micro-papiers contenant des coordonnées bancaires ou des adresses de planque. Même les vêtements portés communiquent par leur couleur. Rouge pour l'urgence d'une opération, bleu pour le feu vert d'une livraison, noir en cas de problème avec les forces de l'ordre. Cette sophistication communicationnelle s'accompagne rapidement de l'émergence d'une hiérarchie carcérale d'une complexité stupéfiante. L'organisation se restructure autour de 4 niveaux parfaitement définis. Au sommet de cette pyramide, les chefs historiques conservent une autorité absolue malgré leurs lourdes peines d'emprisonnement. Leur légitimité ne provient plus seulement de leur charisme ou de leur capacité de violence, mais de leur aptitude démontrée à générer des profits substantiels et à protéger efficacement leurs subordonnés contre les représailles judiciaires ou criminelles. Immédiatement en dessous, les lieutenants assurent la coordination délicate entre les différents établissements pénitentiaires. Ces hommes, souvent incarcérés dans des prisons différentes, maintiennent un réseau de communication sophistiqué permettant de synchroniser les activités, résoudre les conflits territoriaux et optimiser les approvisionnements. Plus bas dans la hiérarchie, les soldats exécutent scrupuleusement les décisions prises au sommet et maintiennent l'ordre selon les règles strictes édictées par l'organisation. Enfin, les recrues subissent une période de tests rigoureuse destinée à évaluer leur loyauté, leur discrétion et leur capacité d'adaptation aux codes carcéraux. Cette hiérarchie sophistiquée s'accompagne d'un système de privilèges et de responsabilités d'une précision remarquable. Les chefs bénéficient automatiquement d'une protection rapprochée assurée par leurs lieutenants, d'un accès prioritaire aux produits de contrebande les plus recherchés et d'un respect absolu de leurs décisions par l'ensemble des membres. En contrepartie, ils assument la responsabilité financière totale de leurs subordonnés, financement des avocats lors des procès, soutien matériel aux familles pendant l'incarcération, arbitrage équitable de tous les conflits internes. L'économie souterraine qui se développe atteint rapidement des proportions absolument stupéfiantes. Le cannabis, produit d'entrée de gamme, se négocie 20 € le gramme, soit exactement 3 fois son prix de rue habituel. La cocaïne, réservée à une clientèle plus fortunée, peut monter jusqu'à 150 € le gramme selon sa pureté et sa disponibilité. Mais le véritable or blanc de cette économie parallèle, ce sont les téléphones portables. Un smartphone basique peut valoir jusqu'à 3 000 € selon l'établissement et le niveau de sécurité. Ces appareils constituent l'épine dorsale absolue du pouvoir, permettant aux chefs incarcérés de coordonner leurs activités extérieures comme celles-ci. Diriger une multinationale depuis leur bureau. À Fleury-Mérogis, établissement symbole de la surpopulation carcérale française, les enquêteurs estiment que le chiffre d'affaires mensuel du trafic dépasse allègrement 500 000 €. Ces profits colossaux financent un système de corruption du personnel pénitentiaire organisé selon une grille tarifaire d'une précision implacable. 1 000 € pour fermer les yeux sur une transaction, 5 000 € pour introduire discrètement un téléphone portable, 10 000 € pour organiser un transfert vers un établissement plus favorable. Le reste de ces bénéfices astronomiques finance le fonctionnement quotidien de l'organisation et assure le soutien matériel des familles des détenus membres. Mohamed Akrouf, 28 ans, découvre rapidement que sa condamnation à 7 ans d'emprisonnement ne constitue qu'une simple parenthèse dans sa carrière criminelle. Ce dealer de cannabis pensait naïvement « incarcération à la maison d'arrêt de Nanterre » signifiait automatiquement la fin définitive de ses activités illicites. Dès le premier mois de détention, il reçoit la visite inattendue de Fatima, compagne de son chef historique, qui lui transmet discrètement une liste de contacts stratégiques et un téléphone Samsung flambant neuf, dissimulé avec un art consommé
dans une boîte de gâteaux orientaux. En quelques semaines, Mohamed devient coordinateur régional pour l'ensemble de l'Île-de-France, supervisant personnellement les activités de 15 dealers répartis de Sarcelles à Évry. Chaque soir, métamorphosant sa cellule en véritable centre de commandement, il se connecte avec ses réseaux extérieurs grâce à son téléphone clandestin. Ces conversations téléphoniques durent parfois jusqu'à 3 heures consécutives, portant sur tous les aspects opérationnels. Négociations serrées des prix avec les fournisseurs espagnols, résolution diplomatique, conflits territoriaux avec les organisations concurrentes, planification minutieuse des approvisionnements hebdomadaires, formation technique approfondie des nouveaux subordonnés. L'introduction de téléphones portables en prison relève désormais d'un art consommé, mobilisant une créativité criminelle sans limite. La première méthode, spectaculaire mais risquée, consiste à utiliser des lance-pierres artisanaux perfectionnés pour projeter des téléphones soigneusement emballés dans des balles de tennis par-dessus les murs d'enceinte. Cette technique délicate nécessite une coordination millimétrique entre complices extérieurs et détenus pour éviter les caméras de surveillance et les rondes de gardiens. Les lanceurs, souvent des adolescents des quartiers voisins, touchent une rémunération fixe de 100 € par téléphone livré avec succès. La deuxième technique, plus discrète mais plus coûteuse, repose sur la corruption méthodique de personnel pénitentiaire. L'organisation identifie d'abord les surveillants vulnérables, endettement personnel, problèmes familiaux, insatisfaction professionnelle. Puis commence une phase d'approche progressive destinée à créer un climat de confiance et de complicité avant de proposer des sommes substantielles en échange de services ponctuels. Plus récemment, l'organisation investit massivement dans la technologie des drones civils, déposant des colis directement dans les cours de promenade avec une précision chirurgicale. Ces appareils télécommandés, d'un coût unitaire de 500 €, peuvent transporter simultanément 2 téléphones et plusieurs doses de drogue. Le pilotage demande une expertise technique poussée, conduisant l'organisation au recrutement d'étudiants en informatique moyennant des rémunérations attractives. Une fois équipés de leurs outils de communication, les chefs emprisonnés retrouvent miraculeusement une capacité d'action quasi normale. Rachid Bouladour passe désormais 4 heures quotidiennes au téléphone, gérant ses affaires criminelles avec le professionnalisme d'un PDG de multinationale. Il négocie directement avec ses fournisseurs hollandais, arbitre les conflits entre ses lieutenants, autorise ou interdit les règlements de compte, coordonne l'approvisionnement constant de ses points de vente et supervise le blanchiment de plusieurs millions d'euros annuels. La sophistication du langage codé utilisé défie l'entendement des enquêteurs les plus expérimentés. Abdel écoute attentivement son chef lui transmettre des instructions apparemment anodines. « Dis à ton cousin qu'on organise un grand mariage ce week-end. Il faudra beaucoup de couscous et des musiciens de qualité. » En réalité, ordre précis d'organiser une livraison massive de cocaïne avec protection armée renforcée. Ces codes linguistiques répondent à la surveillance constante des communications par les services spécialisés. L'organisation a développé au fil des années un véritable dictionnaire parallèle d'une sophistication linguistique remarquable. Les métaphores alimentaires constituent l'épine dorsale de ce système. Envoyer des pizzas pour livrer du cannabis, commander du pain frais pour demander des liquidités, organiser un méchoui pour planifier un braquage. Les références sportives forment le deuxième niveau de codage. Organiser un match de football pour coordonner une opération d'envergure, marquer un but pour réussir une transaction, changer d'équipe pour passer à la concurrence. Le troisième niveau utilise astucieusement les références familiales. Les affaires criminelles deviennent des questions d'héritage, les livraisons de drogue, des cadeaux d'anniversaire, les règlements de compte, des disputes familiales. Cette sophistication communicationnelle se complique encore avec l'émergence d'un phénomène sociologique troublant. Depuis 2012, une partie significative de l'organisation a troqué les survêtements de marque contre des camis traditionnels et les chaînes en or contre des chapelets de prière. Rachid Bouladour affiche désormais ostensiblement sa conversion à un islam rigoriste, multipliant les références religieuses dans ses conversations et imposant des prières collectives à ses subordonnés. Cette spiritualité apparente n'empêche nullement la poursuite intensive des activités criminelles, lui fournissant simplement un nouveau langage codé encore plus difficile à décrypter pour les enquêteurs. La guerre des territoires carcéraux
atteint une intensité comparable aux conflits urbains les plus violents. Chaque établissement développe progressivement sa géographie particulière du crime, avec des zones d'influence délimitées au mètre près et défendues avec acharnement. Le contrôle des cours de promenade constitue l'enjeu stratégique principal de ces confrontations. Ces espaces à ciel ouvert deviennent de véritables places de marché où se négocient toutes les transactions illicites. Vente de stupéfiants, échange de téléphones, règlement de comptes, recrutement de nouvelles recrues. Cette domination territoriale s'accompagne systématiquement d'un système fiscal parallèle, d'une sophistication digne d'un État dans l'État. Commission fixe de 10% prélevée sur chaque transaction effectuée dans la zone, taxes mensuelles forfaitaires imposées aux dealers indépendants souhaitant opérer sur le territoire, droit de passage pour les détenus transitant par certaines ailes sensibles. L'organisation perfectionne continuellement ses méthodes révolutionnaires de gestion à distance. Ahmed Mokrani gère depuis sa cellule de haute sécurité un véritable empire criminel s'étendant géographiquement de Lille à Marseille, avec un chiffre d'affaires mensuel dépassant largement 400 000 €. Le maintien de ce contrôle extraordinaire repose principalement sur l'exploitation systématique des liens familiaux et géographiques. Frères de sang, cousins germains, personnes originaires du même village algérien, garantissent une loyauté maximale et une discrétion absolue. La répartition des bénéfices suit des pourcentages précis établis par une tradition criminelle séculaire. 40% automatiquement réinvestis dans le réapprovisionnement, 30% consacrés à la rémunération des acteurs, 20% destinés aux frais généraux incluant corruption et protection juridique, 10% systématiquement reversés aux chefs incarcérés. Cette sophistication gestionnaire atteint son apogée dans les opérations de blanchiment d'une complexité remarquable. Fatima Haïd Saïd, officiellement sans emploi, possède discrètement 4 appartements dans les quartiers huppés de Marseille et une villa somptueuse dans la banlieue d'Alger, patrimoine immobilier de 2 millions d'euros, directement issu des profits de son mari incarcéré à vie. L'expansion internationale de l'organisation, entièrement pilotée depuis les cellules de prison, révèle une capacité d'adaptation géopolitique remarquable. L'Espagne constitue naturellement la tête de pont européenne, position géographique idéale pour l'importation des drogues sud-américaines, base opérationnelle solidement établie à Marbella et Barcelone, refuge sécurisé pour les membres activement recherchés par la justice française. L'expansion vers l'Allemagne et la Belgique ouvre des opportunités inédites de blanchiment grâce à leur secteur bancaire développé et leur réglementation financière plus souple. Face à cette sophistication criminelle croissante, l'État français déploie progressivement plusieurs outils répressifs d'une efficacité variable. Qualification systématique d'associations de malfaiteurs permettant des peines aggravées, écoute téléphonique intensive, mobilisant des centaines d'enquêteurs, saisie préventive d'avoirs avant même les condamnations, quartier de haute sécurité isolant les chefs les plus dangereux. Les écoutes téléphoniques représentent l'outil principal de cette guerre technologique. 2 millions d'heures d'enregistrement analysées annuellement, d'abord par des logiciels de reconnaissance vocale, puis étudiés minutieusement par des enquêteurs spécialisés. L'efficacité de ces dispositifs reste cependant limitée par la sophistication croissante des codes linguistiques utilisés. Les quartiers d'isolement de dernière génération visent spécifiquement à briser la capacité de commandement des chefs historiques. Rachid Bouladour, transféré dans l'unité de haute sécurité de Nancy-Maxéville, ne peut désormais recevoir qu'une unique visite hebdomadaire de 45 minutes, strictement chronométrée, et passer 3 appels téléphoniques de 10 minutes chacun sous surveillance constante. Ces restrictions draconiennes coûtent 100 000 € par détenu annuellement à l'administration pénitentiaire, soit exactement 3 fois plus qu'une incarcération dans des conditions normales. Mais le défi dépasse largement les questions purement sécuritaires. La surpopulation carcérale française atteint des niveaux critiques absolument inédits. 73 000 détenus entassés dans des établissements conçus pour 61 000 places. Cette promiscuité extrême facilite considérablement le prosélytisme criminel, limite drastiquement la surveillance effective et crée un climat de tension permanent
propice au règlement de comptes violent. L'administration pénitentiaire peine à individualiser les parcours de réinsertion. Détenus primaires systématiquement mélangés avec des criminels aguerris, créant des opportunités inespérées de recrutement et de formation criminelle. Plus profondément encore, le phénomène interroge douloureusement sur les perspectives d'intégration offertes à une partie significative de la jeunesse française issue de l'immigration maghrébine. La DZ Mafia recrute prioritairement dans des quartiers périphériques où le chômage des jeunes dépasse régulièrement 40%, où les discriminations à l'embauche restent massives malgré les lois, où l'école républicaine peine à offrir des perspectives d'ascension sociale. Face à ces réalités sociales implacables, l'économie criminelle apparaît tragiquement comme la seule voie de réussite matérielle véritablement accessible.